Bonjour, je suis particulièrement heureux de me retrouver avec vous ce jour-ci et j'espère que vous allez bien malgré effectivement toute cette pandémie Covid qui continue à nous embêter un peu. Alors en ce début d'année, nous avons voulu faire cette 5e heure H des pharmaciens en déroulant 3 séquences. La première, nous ferons, au cours de cette première séquence, nous ferons un point sur l'actualité récente et aussi à venir, comme vous allez pouvoir le constater. La deuxième séquence sera consacrée à un retour de notre sondage effectué vers vous, vers les pharmaciens gérants, donc il y a quelques mois maintenant, auquel vous avez été très nombreux, comme vous verrez, à répondre. Donc, nous ferons une synthèse de ce questionnaire. Et puis la troisième, comme nous le faisons habituellement, c'est de répondre à vos questions qui sont posées avant sur Internet ou bien qui sont posées en direct. Et je vous invite effectivement à les poser dès maintenant. Alors, il y a déjà beaucoup de questions ont été posées et je pense que nous allons un petit peu dépasser le cadre de notre heure et le cadre de nos 60 minutes. Je suis Patrick Rambourg, j'exerce au CHU de Lille et je suis président de la section H de l'Ordre national des pharmaciens. Et aujourd'hui, je vais être accompagné par Geneviève, Morgane et Julien. Et je vais les inviter à se présenter. On va commencer par Morgane. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Merci de m'inviter à participer à nouveau à cette webconférence. Je suis donc Morgane Guillaudin, pharmacien hospitalier gérant, ancien interne des hôpitaux de Paris. Dans mon parcours, j'ai eu l'opportunité d'exercer au sein d'un OBIDIT, par exemple, sur des sujets comme le CAQES ou l'analyse des erreurs médicamenteuses. Et j'exerce actuellement dans une clinique privée MCO à Paris. C'est un établissement avec une activité essentiellement chirurgicale, ortho et ophta, où le pharmacien a de nombreuses casquettes, le médicament, les dispositifs médicaux, la stérilisation, l'équipe opérationnelle d'hygiène, le dépôt de sang, etc. Exerçant seul, les défis à relever au quotidien sont nombreux, fort heureusement contrebalancés par la passion du métier. Merci Morgane. Passons maintenant à Geneviève, que vous avez très souvent au téléphone pour répondre à vos questions. Merci Patrick. Donc, bonjour à tous, je suis Geneviève Fad, donc juriste et chef de service de la section H depuis 2010. Donc, l'équipe de la section H, donc, qui est composée de Laurence, Émilie, Elissa, Sabrina et Mélissa qui viennent nous rejoindre et que je remercie toute l'équipe chaleureusement, est à votre disposition pour répondre à vos interrogations et pour vous accompagner dans vos démarches. Merci Geneviève. On termine par Julien. Merci Patrick. Je suis Julien Cristofini, je suis pharmacien gérant dans un établissement privé situé à Paris. Je vais rapidement me présenter. Après l'obtention de mon DES de pharmacie hospitalière, j'ai exercé en tant qu'assistant spécialiste au sein de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Puis j'ai rejoint l'hospitalisation privée, d'abord en tant qu'adjoint, puis en tant que gérant. Ces différentes expériences m'ont amené à réaliser et à comprendre l'étendue du panel de nos missions et m'ont conforté dans le choix de cette belle filière qui est la pharmacie hospitalière. Je suis élu en binôme avec Morgane Guillaudin depuis juin 2019. Je vous en remercie. Ça m'a permis de réaliser toutes les missions qui étaient réalisées par l'Ordre et d'y apporter modestement ma contribution. On est très content de vous avoir. Très bien. Bon, on va donc commencer par quelques dispositions législatives que nous avons effectivement demandées au niveau du Parlement et qui ont été adoptées. Alors, la première concerne l'adaptation et le renouvellement des prescriptions qui, depuis décembre 2020, font partie de nos nouvelles missions que nous pouvons déployer au sein de nos pharmacies à usage intérieur. Alors, dans une démarche proactive, comme nous l'envisageons d'ailleurs très souvent au sein de la section H, nous avons voulu mettre ce sujet en réflexion et nous avons travaillé avec la SFPC, la Société française de pharmacie clinique, donc pour réfléchir à ces modalités de mise en place de ces mesures. J'ai demandé à Geneviève de nous en parler, de nous les expliquer. Oui, effectivement Patrick, la section H a souhaité faire évoluer le périmètre de mission des pharmacies à âge intérieur afin d'être au plus près de la réalité de votre exercice sur le terrain. Et donc, avec l'appui du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, les dispositions de l'article L5126-1 du Code de la santé publique qui fixe le périmètre de mission des pharmacies à âge intérieur
ont été complétés par un alinéa dans le cadre de la loi ASAP, dite Accélération et simplification de l'action publique, qui a été publiée le 7 décembre 2020, donc par un alinéa qui, donc je le cite, rédigé dans les termes suivants: pour des pathologies dont la liste est fixée par arrêté, de renouveler les prescriptions des patients pris en charge par l'établissement et de les adapter dans le respect d'un protocole mentionné à l'article L4011-4 du Code de la santé publique. Effectivement, le renouvellement et l'adaptation des prescriptions s'inscrit dans la continuité des missions de pharmacie clinique qui sont actuellement assurées par les pharmaciens exerçant en PUI. Ces nouvelles missions permettront de sécuriser les pratiques du terrain comme la gestion des équivalences pharmacologiques au livret thérapeutique de l'établissement ou encore les adaptations de stratégies thérapeutiques. Grâce à un travail conjoint donc, avec la SFPC, nous avons rédigé un projet d'arrêté qui a été transmis fin 2021 au ministère en charge de la Santé. Et il a été fait le choix dans la profession de ne pas fixer de liste limitative en fait, de pathologies dans le dit arrêté, laissant en fait à l'équipe de soins, donc médecins comme pharmaciens, le soin de trouver la bonne articulation des dispositifs dans le cadre de protocoles locaux. Merci Geneviève. Nous sommes en attente effectivement de la réponse du ministère. Alors pour répondre à certaines critiques vis-à-vis de cette disposition qui a été portée par votre section H, il faut bien le souligner, je rappellerai qu'elle n'est pas obligatoire, mais qu'elle permet à l'évidence l'intégration du pharmacien clinicien dans l'équipe médico-pharmaceutique de prise en charge des patients. Alors nos missions sont vues également complétées par une disposition relative à la vaccination, à l'administration, prescription et administration des vaccins par les pharmaciens de PUI. Et je me tourne vers Julien qui va nous en parler. Oui. Par dérogation en raison de la crise sanitaire, les pharmaciens de PUI sont actuellement autorisés à prescrire et à administrer le vaccin anti-Covid. La section H a souhaité pérenniser cette mission dérogatoire en obtenant l'ajout d'un alinéa à l'article L5126-1 du Code de la santé publique, qui dit, je cite, « de pouvoir effectuer certaines vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé, pris après avis de la Haute Autorité de Santé ». Les conseillers de la section H ont donc travaillé à la fixation de cette liste de vaccins. Donc, au-delà des vaccins obligatoires prévus à l'article L3111-2 du Code de la santé publique, les pharmaciens de PUI pourraient prescrire et administrer les vaccins antigrippaux contre la Covid, le pneumocoque, etc. Sous condition, évidemment, de formation initiale et continue. Il s'agit d'une faculté, non d'une mention obligatoire. D'accord, merci Julien. On aura l'occasion de revenir sur le sujet parce qu'il y a eu des questions à propos de la vaccination et puis on a aussi une certaine actualité. Alors, autre texte sur lequel nous avons été consultés, l'auto-administration et l'arrêté du 6 avril 2011, que vous connaissez bien, le management de la prise en charge médicamenteuse. Morgane nous en parle. Oui, en effet, la Haute Autorité de Santé a été saisie d'une demande de recommandation du ministère des Solidarités et de la Santé en vue de sécuriser l'auto-administration des médicaments par les patients au cours de leur hospitalisation, et cela dans le cadre d'une modification de l'arrêté du 6 avril 2011 relative au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse. Dans un premier temps, nous avons mis en exergue la dangerosité d'une généralisation d'une telle pratique dans un grand nombre de cas. Néanmoins, la section H a également produit une contribution à destination de la HAS afin de valoriser le rôle du pharmacien dans ce processus s'il est mis en place. En effet, le pharmacien joue un rôle essentiel, non seulement eu égard à ses compétences en tant que spécialiste du médicament, mais également en raison de ses missions que ce dernier assure dans l'amélioration de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et de la sécurisation du circuit des médicaments. Dans le cadre de sa mission de pharmacie clinique, définie à l'article R5126-10 du Code de la santé publique, il est à même d'apporter aux patients les conseils appropriés et adaptés au profil du patient, facilitant ainsi l'acte d'auto-administration, tout en sécurisant le processus, notamment par sa présence dans les services de soins. Ne pas intégrer le pharmacien dans un tel dispositif présente un risque pour le patient en termes d'efficience et de sécurisation de sa prise en charge médicamenteuse. Alors, nous venons d'envoyer il y a quelque temps donc, notre contribution à la HAS sur le sujet.
Alors également, toute récente, et vous l'avez remarqué, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Cette loi a complété, à la demande du gouvernement, s'il vous plaît, l'article L5121.1 qui définit le médicament dans le Code de la santé publique. Et elle a ajouté des alinéas concernant les préparations hospitalières spéciales. Alors il s'agit là d'une véritable reconnaissance de l'activité des pharmaciens hospitaliers au cours de cette crise sanitaire. En effet, en raison des ruptures d'approvisionnement d'un certain nombre de produits essentiels, dont les curares, certaines PUI, dont celle de Lille ou celle des Hospices civils des Lyons, ont été amenés à produire ces médicaments. Alors, ces préparations hospitalières spéciales seront donc produites par les pharmacies à usage intérieur ou bien par les établissements pharmaceutiques des établissements de santé et cette disposition sera définie dans un décret en Conseil d'État. Alors, cette production se fera uniquement sur autorisation du ministre de la Santé en cas de crise sanitaire et elle se fera également sur autorisation du directeur général de l'ANSM lorsqu'il s'agit de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Alors, intéressant également, c'est l'exposé des motifs qui précède effectivement la discussion parlementaire et elle identifie un niveau de financement incitatif qu'on associe pour qu'un réseau de PUI qui reste à constituer mette en place une activité de recherche, de développement, puis de production dans les conditions validées. Alors, on parle bien de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur et à risque élevé, bien sûr, de rupture. Et les PUI pourront également sous-traiter ces préparations hospitalières spéciales à des façonniers. Alors, par ailleurs, l'article adapte également le cadre et la définition des préparations magistrales et hospitalières en ajoutant dans les conditions de recours que celles-ci sont réalisées notamment lorsqu'il n'existe pas de spécialité pharmaceutique adaptée ou disponible du fait de l'absence de commercialisation effective. Alors, parmi les dispositions votées par le Parlement, vous avez certainement suivi l'actualité. Certaines ont été censurées par le Conseil constitutionnel, même un nombre assez important, puisqu'on les a qualifiées, du moins c'est le Conseil constitutionnel qui les a qualifiées de cavaliers sociaux. Alors Julien, qui sait tout là-dessus, va nous expliquer ce qu'est un cavalier social et puis va nous parler de ces articles-là. Merci Patrick. Cette loi de financement, effectivement, a été allégée de 27 dispositions, dont 22 articles complets jugés cavaliers sociaux. Alors un cavalier social, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, il s'agit d'articles qui introduisent des dispositions qui n'ont rien à voir avec le sujet traité par la loi. Donc parmi ces articles censurés, qui intéressent notre pratique quotidienne, citons-en 3. Le premier concerne le dispositif d'alerte des ruptures des dispositifs médicaux. Signalons toutefois que l'ANSM a mis en place, depuis le 1er septembre 2021, une procédure de gestion anticipée des ruptures des dispositifs médicaux, ainsi que des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro indispensables. Vous trouverez plus d'informations sur le sujet sur le site de l'ANSM. Oui. Un deuxième article concerne l'élargissement du champ des expérimentations, dit article 51, qui concernait en partie des projets d'organisation innovantes pour les activités de PUI. Et enfin, le troisième, il est relatif aux pénalités financières en cas de non-respect des obligations de sérialisation qui s'imposent, rappelons-le, à tous depuis février 2019. Ce sont des articles que nous devrions retrouver dans d'autres projets de loi ayant un rapport avec la santé publique. Merci Julien. Alors un autre sujet également que nous souhaitions aborder, c'est le développement professionnel continu, parce qu'on a pas mal de questions. Et la suite avec la certification des professionnels de santé, mais on va commencer déjà avec Geneviève, avec le DPC. Alors, donc le DPC, donc le développement professionnel continu, donc permet à chaque pharmacien de maintenir et d'actualiser ses connaissances et d'améliorer ses pratiques professionnelles pendant toute sa carrière professionnelle. Donc, depuis 2016, il s'agit d'une obligation triennale pour chaque pharmacien en exercice. Donc, tout pharmacien doit justifier sur une période de 3 ans de son engagement dans une démarche DPC. Vous avez sur le site de l'Ordre une rubrique dédiée au DPC et son périmètre. Le contrôle du respect de l'obligation au DPC est une des missions de l'Ordre national des pharmaciens,
en lien direct avec sa mission légale de contrôle de la compétence des pharmaciens inscrits au tableau de l'ordre. Et donc à cet effet, l'institution donc, a lancé en mai dernier un processus de contrôle du respect de l'obligation DPC par les pharmaciens inscrits au tableau de l'ordre pour la période triennale 2017 à 2019. Et donc le président de la section H vous a adressé courant décembre un courrier de relance afin de nous transmettre vos justificatifs de formation ou une copie de la synthèse de votre document de traçabilité édité sur le site de la NDPC. À ce stade, environ 16% des pharmaciens inscrits au tableau de la section H ont transmis les différents justificatifs. On sait clairement que la période se prête difficilement compte tenu de la crise et de votre investissement à ce type de démarche administrative. Et merci à ceux qui ont fait le nécessaire. Alors, effectivement, certains d'entre vous nous auront monté un certain nombre de difficultés, comme des difficultés de financement pour les pharmaciens qui assurent essentiellement des remplacements, ou encore des difficultés à trouver des formations en lien avec votre exercice au quotidien. Bien évidemment, toutes ces difficultés ont bien été prises en compte et un travail sera fait sur ces points-là. Merci Geneviève. À noter que le 16% que vous annoncez est le chiffre également qu'on retrouve si on met tous les pharmaciens, tout confondu, toutes sections confondues. C'est pas très glorieux quand même, hein. On n'est que 16% à avoir effectivement assuré ces DPC. J'espère que Morgane et Julien sont dans les 16%. Oui. Bien sûr, ils le sont. Alors, ce dispositif de DPC, il sera intégré au dispositif de certification, au futur dispositif de certification des professionnels de santé. Et c'est Morgane qui va nous en dire quelques mots. Oui, la certification périodique des professionnels de santé concerne tous les professionnels avec ordre. C'est un dispositif qui tend à étendre l'actuel DPC. La section H s'est positionnée favorablement pour inclure tous les pharmaciens inscrits en H. L'ordonnance prévoit que des référentiels de certification périodique définissent par profession ou spécialité les actions autour de 4 grands blocs. Le bloc 1, c'est actualiser les connaissances et les compétences. Donc, outre les actions de formation entrant dans l'obligation DPC, pourrait être envisagé d'être intégré la valorisation de la participation des congrès scientifiques, le temps d'enseignement universitaire, les activités de recherche ou encore l'encadrement de stages d'étudiants ou d'internes. Le bloc 2, lui, porte sur le thème « Renforcer la qualité de nos pratiques professionnelles ». Donc les démarches de certification des établissements ou encore le renouvellement des autorisations de PUI pourraient être pris en compte. Le bloc 3 traite de l'amélioration de la relation aux patients. La mise en place d'actes de pharmacie clinique comme la conciliation thérapeutique, l'éducation thérapeutique pourrait y être intégrée. Et enfin, dans le bloc 4, on incite le professionnel à mieux prendre en compte sa santé personnelle. Enfin, une pondération des blocs et des actions au sein de chaque bloc en fonction des profils a été proposée par le Conseil de l'Ordre. C'est très bien, il va falloir qu'on prenne en compte notre santé personnelle, ça c'est bien. C'est important. Bien. Alors, une actualité maintenant de notre section. Référentiel PUI que vous connaissez bien va être actualisé. La version 2002 est en cours de préparation. Donc, elle devrait paraître d'ici un mois ou deux sur le site internet de l'Ordre. Elle ne sera pas sous sa forme papier, hein, elle ne sera que sous une forme dématérialisée. On va l'actualiser en fonction des nouveaux textes réglementaires et législatifs. On voit qu'il y en a quand même quelques-uns. Et puis, on va l'agrémenter d'un certain nombre de recommandations complémentaires. Des recommandations nouvelles, comme par exemple comment rédiger une convention entre établissements, qu'est-ce qu'elle doit contenir, comment assurer, quelles sont les caractéristiques de la continuité de l'activité de stérilisation dans les établissements de santé. On parlera aussi d'une recommandation sur le transport des produits de santé, sur les prérequis pour une automatisation, puis d'autres encore. Tout ça, c'est le travail effectivement de vos conseillers de la section H au cours de séminaires que nous organisons justement pour rédiger ce type de recommandations et les critères des référentiels. On remercie à eux, bien sûr. Alors à ce propos, j'aimerais également vous confirmer que les activités d'audit des PUI que réalisent tous les conseillers de la section H, hein, que je remercie très chaleureusement ici pour leur très fort investissement dans cette mission. Ça représente pour nous un énorme travail. C'est une grosse partie, effectivement, de notre travail en tant que conseiller. Alors l'audit, vous le savez, dure
pour certains qui l'ont vécu 1 à 2 journées, sans compter d'ailleurs le travail préparatoire. Et cette activité, comme le montrent effectivement ces chiffres-là, va grandissant puisque on était grosso modo entre 200 et 250 dossiers par an. Et puis, bon, c'est vrai qu'il y a eu la période Covid qui n'a pas été très, très favorable, alors que normalement, dès 2019, on aurait dû avoir beaucoup plus de dossiers. Là, ça y est, les dossiers, ça s'envole et on en a donc 371 exactement. On a eu 371 à analyser en 2021 et il est fort probable d'ailleurs, au regard de ce qui nous reste à faire, que ce chiffre va encore progresser dans les 2 ans ou 3 ans, 4 ans qui viennent. Alors, un autre tableau également nous montre la progression mensuelle. C'est pour vous montrer effectivement, avec cette magnifique droite de régression linéaire, que nous augmentons. Et à noter que décembre 2021, vous voyez à l'extrême droite ou tout en bas, c'est 50 dossiers que nous avons reçus et on en a reçu également pas mal encore en ce mois de janvier. Alors, donc même si la date limite de dépôt des renouvellements d'autorisation vient d'être changée, un décret de janvier. Pour les activités à risque, elle passe au 31 décembre 2023 et pour les autres activités au 31 décembre 2025. Ça augure quand même encore beaucoup de dossiers à examiner. Donc, préparez vos dossiers, essayez de le faire aussi selon les grilles que vous proposent les ARS et selon aussi les référentiels que nous vous proposons au niveau de l'ordre. À noter également que, c'est déjà pour répondre à une question posée, que les activités à risque particulier ont maintenant une durée d'autorisation de 7 ans au lieu de 5 précédemment. Alors on va entamer notre deuxième partie. Les autres points d'actualité, on les verra au cours de la troisième. Mais avant, donc, je souhaitais qu'on puisse faire une synthèse de ce questionnaire qui est très riche et qui a été ouvert du 8 octobre exactement au 17 novembre 2021. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'agissait d'une étude sur les ressources pharmaceutiques des PUI auprès de tous les pharmaciens gérants, qu'ils soient d'ailleurs de métropole ou d'outre-mer. Il y a eu 2169 courriels exactement envoyés. Alors cette étude, nous l'avons fait réaliser par un prestataire habitué à ce type d'études, parce que nous ne sommes pas non plus des professionnels pour ce domaine-là. Donc prestataire que l'on a mandaté avec des objectifs, non seulement de réaliser la photographie aujourd'hui des ressources pharmaceutiques en PUI, mais également avec le but d'identifier les besoins en professionnels formés, selon les activités réalisées dans les PUI, selon le territoire, selon le type d'établissement. Donc, vous verrez, il y a beaucoup de choses. Je ne pense pas d'ailleurs que vous arriviez à tout noter. Nous-mêmes, on a déjà sélectionné un certain nombre de points. Et cette étude, bien sûr, on la publiera très prochainement. Alors, premier constat, c'est un constat de réussite, parce qu'on a eu quand même 805 réponses avec un taux de retour de 37%, ce qui est relativement important pour ces types de sondages. Et à noter également qu'on a une excellente représentativité, soit au niveau des secteurs, soit au niveau des types d'établissements. Donc on peut effectivement se fier à cette synthèse. Alors, on va la faire à 4 voix, cette synthèse, si vous le permettez. Et donc, c'est Julien qui commence. Très bien. Donc, on peut d'abord noter qu'une majorité d'entre nous, des pharmaciens gérants de PUI, travaillent dans un établissement qui se situe à moins de 30 km d'un CHU, ce qui permet d'avoir potentiellement recours à leur service plus facilement. Cette information elle est importante parce qu'elle contredit les remontées du terrain sur les distances du CHU, et notamment pour les mises en place de conventions de coopération ou de mise à disposition d'internes. 71% d'entre nous exerçons dans une ville d'une population supérieure à 20 000 habitants. Alors, sur la diapositive suivante, il est intéressant de noter que les activités de stérilisation, de vente au public sont les plus fréquentes dans les établissements de soins, mais que celles-ci ne sont dotées que de moins d'un pharmacien dans 80% des cas. Concernant la préparation des anticancéreux réalisés dans 18% des établissements, elles sont généralement mieux dotées, mais ne bénéficient
mais ne bénéficient que d'un pharmacien ou plus dans 55% des cas. Il est donc nécessaire de travailler sur le nombre de postes au regard des activités à risque réalisées dans les PUI et arriver à compenser la sous-dotation de certaines activités à risque en effectifs pharmaceutiques. Ce travail il permettra de mieux stabiliser les ressources pharmaceutiques et de limiter les difficultés de remplacement. Alors, sur cette diapositive, on peut constater qu'un peu plus d'un tiers des pharmaciens gérants exercent à temps partiel, alors qu'il semble maintenant évident, au regard en fait, du périmètre d'émission et des activités des pharmaciens intérieurs, qu'un temps plein est indispensable dans la plupart des cas, si ce n'est dans tous les cas. À noter que ce temps partiel est beaucoup plus important dans le secteur médico-social et dans le privé. Alors, cette donnée confirme également les remontées du terrain des pharmaciens qui indiquent avoir des difficultés à trouver des remplaçants sur des postes de gérants à temps partiel. Là, sur cette diapositive, on constate que les gérants dans le secteur public sont recrutés sous des statuts de praticiens hospitaliers, sous le statut de contrat à durée déterminée pour le secteur privé, et 95% des gérants des PUI des services d'incendie et de secours sont des titulaires. Donc la problématique ne réside pas dans le statut des pharmaciens gérants. Sur cette diapositive, elle montre en fait les profils des équipes qui accompagnent le pharmacien gérant dans le secteur public. Et donc, ce sont essentiellement des pharmaciens hospitaliers. Toutefois, dans 35% des PUI, les gérants travaillent avec au moins un praticien contractuel. Et dans 25% des PUI, il y a au moins un assistant et ou un interne. Dans le privé, il n'y a aucun adjoint dans 67% des cas. Seulement 4% des PUI bénéficient d'internes. Dans les services d'incendie et de secours, près de 90% bénéficient d'un ou plusieurs adjoints, 5% ont des internes. Ces données mettent en avant la question de l'exercice isolé, plus prégnant dans les secteurs privés et dans les services d'incendie et de secours. Parce que dans les services d'incendie et de secours, les adjoints déclarés sont des pompiers volontaires. Les questions à se poser sont les suivantes. Ce mode d'exercice répond-il à l'évolution de la société? Permet-il de sécuriser l'exercice des pharmaciens? Et est-il un facteur de déstabilisation du fonctionnement des structures en mettant une incertitude sur le circuit des médicaments en cas d'absence volontaire ou involontaire des pharmaciens? Autre question de l'enquête. Les gérants sont-ils titulaires d'un DES de pharmacie? Dans 52% des équipes de PUI, tout établissement et secteur confondu, le gérant est titulaire d'un DES. Ce chiffre monte à 68% dans le public. À noter que dans les équipes des SSR, ce chiffre est de 38%. Dans 66% des équipes, aucun adjoint n'a de DES. À noter qu'ils sont 81% à ne pas avoir le DES dans le privé et 90% dans les médico-sociaux. Ces données vont dans le sens de la nécessité de sécuriser l'exercice professionnel des pharmaciens titulaires de la condition d'exercice après 2025. Alors, les assistants à activité partagée, sont d'une création relativement récente en ce qui concerne les spécialités médicales et pharmaceutiques qui plus est. Donc, il était intéressant de voir leur implantation au niveau de la pharmacie hospitalière. Et on voit que 13% des équipes ont au moins un assistant à activité partagée, voire même deux. Alors, certaines questions de l'enquête ont trait aux postes vacants. Alors, dans le secteur public, 15% au moins des PUI ont un poste vacant. Il s'agit de postes de praticiens hospitaliers dans 6% des cas, et le pourcentage des postes vacants des assistants est élevé, puisque 9%. À noter qu'il est de 15% pour les villes de plus de 200 000 habitants, et qu'il passe à 30% même pour l'agglomération parisienne. Alors ces chiffres ces 15% corroborent parfaitement effectivement les chiffres qui nous sont donnés régulièrement par le Centre national de gestion vis-à-vis des postes vacants. Alors au niveau des internes, on peut constater que 13% des établissements publics déclarent des postes qui ne sont pas réellement des postes vacants, mais qui sont des postes agréés non pourvus. Dans le secteur privé, 11% des postes de pharmaciens sont vacants. Et des postes sont aussi vacants chez les sapeurs-pompiers, 12% pour les titulaires et les contractuels, et 9% pour les internes agréés non pourvus. Alors, il faudrait évidemment être en mesure, au regard de tous ces chiffres, aujourd'hui, de calculer le nombre d'internes qu'il nous faudrait pour couvrir ces besoins, c'est-à-dire ces postes agréés non pourvus, parce que, justement, on est en déficit d'internes et on aura l'occasion d'en reparler.
En ce qui concerne la charge de travail, elle est estimée trop importante par 70%. Julien rêve. Oui, par 70% des enquêtés. Non, ce point de vue, il est assez homogène, il est partagé par tous, avec un pic sur les cliniques médico-chirurgicales du privé et les établissements qui possèdent une unité de stérilisation, où là, on monte à 80%. Donc ces chiffres, ils confirment et confortent cette sous-évaluation des besoins en ressources pharmaceutiques au regard des activités. Donc, nous allons maintenant nous consacrer aux questions relatives au recrutement. Dans les deux observations précédentes, on constate qu'à peu près un quart des enquêtés cherchent à recruter sur des postes pérennes. Au-delà de ces chiffres, vous voyez sur la diapositive que les gérants des PUI sont 31% à manquer de personnel. Les établissements qui pratiquent certaines activités ont particulièrement besoin de recruter. Et notamment, c'est ceux qui pratiquent la recherche biomédicale, avec 48% à déclarer qu'ils cherchent à recruter, 41% pour ceux qui préparent des médicaments de thérapie innovantes, 39% pour ceux qui préparent des médicaments anticancéreux, 34% pour ceux qui ont une activité de stérilisation et 31% pour ceux dont la PUI fait de la vente au public. Donc vous voyez, c'est un constat qui est partagé par beaucoup de nos confrères. Alors, passons maintenant aux besoins en recrutement. Donc, pour 93% des gérants qui cherchent à recruter, le besoin de recrutement concerne le poste d'adjoint. Et pour 12% d'entre eux, il concerne le poste de gérant. Donc, cela confirme en fait le mouvement enclenché pour sortir de l'exercice isolé et les difficultés de remplacement. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est comment la profession peut accompagner au mieux ce mouvement. Alors, en ce qui concerne les gérants qui sont interrogés sur les difficultés de recrutement, 67% d'entre eux estiment avoir rencontré plus de difficultés de recrutement au cours des 5 dernières années. Ce taux monte à 73% pour les PUI qui ont une activité de stérilisation et à 82% au sein des PUI des cliniques médico-chirurgicales et enfin à 78% pour les PUI des établissements privés dans lesquels le pharmacien en charge de la gérance exerce en solitaire. Passons maintenant aux difficultés de remplacement. Alors, les gérants attestent donc également de difficultés pour assurer leur remplacement. Et donc, 64% des pharmaciens gérants cherchent des remplaçants sur certains postes au sein de leur équipe, avec des difficultés qui sont identifiées comme supérieures dans le secteur privé, puisqu'on est à 82%, et dans les établissements médico-sociaux à 74%. Alors, ce chiffre est de 73% pour les PUI des cliniques médico-chirurgicales, 71% pour les gérants qui sont à temps partiel et monte à 87% pour les PUI des établissements privés dans lesquels le gérant exerce un exercice solitaire. Leurs besoins de remplacement concernent surtout leur propre poste. 76% des répondants cherchent des remplacements sur les postes de gérants. Ce taux monte à 94% pour les PUI d'établissements privés dans lesquels les gérants sont en exercice solitaire et 32% sur les postes d'adjoints. 78% des pharmaciens gérants interrogés estiment que leurs difficultés de remplacement se sont accentuées au cours des 5 dernières années. Ce constat est d'autant plus frappant pour les gérants des PUI au sein des cliniques médico-chirurgicales, 86%, au sein des SSR, 91%, au sein des EHPAD, 91% également, et au sein des PUI d'établissements privés dans lesquels les gérants sont en exercice solitaire, 96%. La localisation de la PUI semble également représenter un facteur aggravant. 89% de ceux qui exercent dans des communes rurales font part d'une intensification de leurs difficultés. Les gérants à temps partiel font également la même observation pour 85% d'entre eux. Pour les remplacements ponctuels ainsi que pour les congés, ils sont effectués essentiellement par les adjoints ou des pharmaciens recrutés à cet effet. Les internes, eux, interviennent dans 9% des cas. Très bien, il y a déjà pas mal de questions qui arrivent, dont certaines qui ont trait à l'enquête. Alors, cette enquête, c'est beaucoup de chiffres, hein, comme vous l'avez vu, beaucoup de pourcentages. On en tire quand même un grand nombre d'enseignements et premier abord. Et puis également, nous allons revoir cela. Il y a ce sondage n'est pas terminé. Là, on avait des aspects dits quantitatifs. Certains d'entre vous vont être réinterrogés par l'agence que nous avons choisie pour des données qualitatives. Donc, ce n'est pas terminé. On reviendra vers vous pour cela. Alors, c'est vrai qu'elle met déjà en exergue toutes les difficultés qui sont liées à la localisation des postes, qui sont liées aux conditions de travail aussi, hein, on l'a bien noté, la charge de travail, l'exercice isolé. Je
crois que ça, c'est quelque chose d'important. Il faut que on essaye de travailler sur cet exercice isolé. Les postes à temps partiel, comme disait Geneviève, la rémunération, même si ce n'est pas notre champ, effectivement, notre cœur de métier au niveau de l'ordre, c'est quand même un élément aussi de la différence. C'est souligné, hein, différenciation entre le privé et le public, notamment, du moins certains publics et du moins certains privés par rapport au public. Donc, ce sont des difficultés qui se sont accentuées aussi parce que notre profession est attractive. N'oublions pas, et on le dit chaque année, nous augmentons le nombre de pharmaciens inscrits en section H de plus de 3% par an depuis la création, c'est-à-dire en 2005. Donc, notre profession est attractive. Donc, il faut effectivement recruter et on a un petit peu de mal parce qu'il n'y a pas suffisamment aujourd'hui de pharmaciens ayant les conditions d'exercice sur le marché. Alors, ça s'est accentué aussi de toute façon parce qu'au moment de la réforme et au moment de l'apparition de ces conditions d'exercice, il n'y a pas eu de réflexion sur les besoins. Et cette réflexion que nous avons à l'heure actuelle, que nous avons déjà depuis 1 an avec toutes les organisations et notamment avec la conférence des doyens sur l'augmentation du nombre des internes, on en parlera, on aurait dû l'avoir il y a déjà au moins 3 ou 4 ans et anticiper effectivement ces besoins parce que le problème de la démographie pharmaceutique, il n'est pas seulement hospitalier, il est également officinal. Les officines n'arrivent pas à recruter effectivement des adjoints. Donc, à l'attention de ceux qui diraient, on n'a qu'à prendre des officinaux pour pouvoir les postes d'hospitaliers, non, il n'y en a pas d'officinaux de toute façon. Donc, quoi qu'il en soit, on a un vrai problème déjà de base de numerus clausus. Donc ça, c'est réglé. Normalement, le nombre d'étudiants en pharmacie va augmenter. Et ensuite, on a ce problème du nombre de postes d'internes. Alors, on l'a réglé en partie, seulement en toute petite partie, puisque cette année, nous avons obtenu effectivement une augmentation de 25. Alors, 25, c'est 8%, mais 8% de 300. Mais c'est déjà pas mal. Est-ce qu'on compte continuer et mettre à la pression avec la Fédération des internes, avec toutes les organisations syndicales, professionnelles, la conférence des doyens? On compte continuer à mettre une certaine pression vis-à-vis de nos autorités de tutelle, de façon à obtenir encore une augmentation au moins de 25 l'année prochaine, et puis au-delà. Le courrier que j'avais, moi, envoyé à ce niveau-là faisait mention de 100 postes à créer. Bon, on n'en a eu que 25, mais déjà, le chiffre de 300 a été stagnant depuis déjà des années et des années et des années. Donc, on a déjà obtenu ça. Alors, ça veut dire qu'il y a déjà ça. Ça, c'est une vraie piste de réflexion. On n'est plus dans la réflexion, on est dans l'action, mais il faut la continuer. Et puis, il y a d'autres pistes de réflexion que l'on peut avoir. Pensons à la mutualisation, pensons à la coopération entre les petites équipes. Parfois, des regroupements, c'est parfois utile, à condition de ne pas délaisser effectivement les petits établissements et leurs activités de pharmacie clinique qui doivent quand même s'opérer localement. Donc, ayons des projets qui soient proactifs et qui permettent effectivement cette réflexion de coopération, de mutualisation, tout en gardant effectivement une proximité avec les établissements plus petits. Donc ça, c'est indispensable. L'entraide pharmaceutique, il faut y penser aussi. Quelquefois, il y a des collègues qui sont dans la panade, qui n'arrivent pas à trouver de remplaçants, etc. Est-ce que les plus gros ne peuvent pas de temps en temps aider les plus petits? Ça aussi, il faut y réfléchir. Il y a quand même une sorte de solidarité aussi à avoir. Donc ça, c'est absolument nécessaire. Il faut qu'on améliore aussi les conditions de travail. On le voit bien dans le questionnaire, les conditions de travail, elles ne sont pas satisfaisantes pour tous. Et puis alors, l'exercice isolé, permettez-moi, mais là, il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. C'est impossible aujourd'hui, mais je le dis vraiment du fond du cœur, c'est impossible. Et certainement, je vais en ravir beaucoup d'entre vous, mais c'est vraiment notre combat. C'est que je vois des cliniques médico-chirurgicales 0,5 équivalent temps plein, avec des activités à risque, avec une stérilisation, etc. Mais pour moi, c'est impossible. On ne peut pas conserver ces situations-là. Donc il va falloir effectivement agir. Il faut aussi que les directions des cliniques privées, les grandes fédérations aussi, se rendent compte
effectivement du besoin qu'il y a au niveau pharmaceutique. Mais c'est aussi valable parfois dans le public. Ce n'est pas seulement malheureusement le domaine que du privé. Alors c'est un dossier donc important, celui des conditions d'exercice, que l'on a ouvert avec toutes les organisations professionnelles syndicales. Je tiens à les saluer ici. Toutes ont répondu présent à l'invitation que j'avais faite à la fin de l'année dernière. On a déjà fait 2 réunions. Il y a donc tous les syndicats, les organisations professionnelles, le Collège des pharmaciens, les sociétés savantes, la conférence des doyens, la FNSIP, la Fédération de sapeurs-pompiers, etc., etc. Et tout le monde se réunit aujourd'hui pour essayer de réfléchir à l'avenir. Comment on peut régler ces questions démographiques. C'est pas évident de trouver une solution. Et la solution qui consisterait à dire on ouvre tout ou bien on se fiche complètement des conditions d'exercice, là, je peux vous dire que l'ensemble de la profession la refuse. On tient à ces conditions d'exercice. Elles sont très importantes pour nous et surtout pour les patients qui sont pris en charge. Voilà. Je m'enflamme un peu, excusez-moi. Il faut, Patrick, il faut. Bien. Alors, on va reprendre effectivement notre troisième séquence, séquence des questions-réponses. Alors, les premières, en attendant les questions directes, mais qui arrivent assez vite, sont des questions qui ont été posées donc par le WebH. Je vous invite même après, effectivement, la webconférence, à poser ces questions. Nous y répondons très rapidement, comme chacun peut le constater, même quand elles sont parfois un peu difficiles. Alors, une première question pour Geneviève. Lors de la vente au public de médicaments, le patient doit-il nécessairement être présent dans la PUI, notamment s'il s'agit de médicaments stupéfiants ? Alors, pour la vente au public donc, de médicaments inscrits sur la liste ad hoc, il n'est pas nécessaire que le patient soit présent en personne. Il faut cependant que la personne qui vient chercher les produits de santé soit en possession de la carte vitale et de l'original de l'ordonnance. Alors, pour les stupéfiants, le patient doit présenter son ordonnance dans les 3 jours suivant sa rédaction pour bénéficier d'une délivrance complète. Alors, à défaut, la dispensation sera limitée à la durée de prescription restant à courir et le pharmacien devra déconditionner la spécialité pour ne délivrer que le nombre exact d'unités prescrites. Alors, si le porteur de l'ordonnance n'est pas le malade, mais est connu par le pharmacien, dans ce cas, le pharmacien enregistre son nom et son adresse dans l'ordonnancier. S'il est inconnu du pharmacien, ce dernier peut lui demande un justificatif d'identité et le pharmacien reporte les références sur le registre. Je suis en train en même temps d'essayer de lire les questions. Merci beaucoup Geneviève. Alors une question qui est assez classique et qui revient aussi à cause de la pandémie assez fréquemment. On y a déjà répondu, mais on va y répondre à nouveau. Un pharmacien exerçant au sein d'une PUI peut-il télétravailler, Julien ? C'est une question à laquelle on avait répondu dans la fac PUI d'ailleurs. Donc il y a beaucoup de confrères qui envisagent le télétravail et il y a beaucoup de confrères qui nous interrogent sur le sujet, notamment pour la validation des prescriptions à distance. Donc, dans les PUI où le pharmacien exerce seul, cette pratique n'est pas envisageable. Les préparateurs exercent sous la responsabilité le contrôle effectif du pharmacien. Donc, sa présence est indispensable. Donc, l'article R5126-16 du Code de la santé publique rappelle qu'une PUI ne peut fonctionner qu'en présence du pharmacien ou de son remplaçant. Ce texte exige donc la présence du pharmacien dans les locaux de la PUI. Cependant, pendant une période de crise sanitaire telle que nous la vivons, il est envisageable dans les PUI où il exerce plusieurs pharmaciens de mettre en place une validation à distance de certaines prescriptions. Ce sont des protocoles à mettre en place et à déterminer avec le pharmacien gérant de la PUI en fonction du contexte dans chaque établissement, évidemment. Et c'est à la condition que les actes pharmaceutiques réalisés au sein de la PUI, approvisionnement, délivrance, préparation, le soient toujours sous le contrôle effectif et l'autorité technique d'un ou plusieurs autres pharmaciens. Très bien. Rappelons-le encore, si nécessaire, une PUI ne peut pas fonctionner en l'absence d'un pharmacien. C'est une règle absolue. Et ça serait une faute pour le pharmacien d'abandonner, parce que ça serait vraiment d'abandonner sa pharmacie. Et là, la chambre disciplinaire de l'ordre répondra présent.
Alors, autre question. Nous sommes un établissement hospitalier dans le domaine des SSR. Alors, à ce propos, je voudrais vous signaler qu'on ne parle plus de soins de suite et de réadaptation depuis un décret du 11 janvier 2022. Vous voyez, on suit l'actualité de près. Et on parle maintenant d'activités de soins médicaux et de réadaptation. Non plus de soins de suite, mais d'activités de soins médicaux. Et le décret donc, définit les conditions d'ailleurs techniques de fonctionnement de cette activité. Alors, on revient à la question. Nous voudrions savoir, pour les prescriptions établies en interne dans cet établissement pour un patient hospitalisé, s'il existe une durée de prescription obligatoire, comme pour les prescriptions en ville, 28 jours, et faut-il que les médecins précisent une durée, et les prescriptions informatiques peuvent-elles être faites sans durée? Morgane. Oui. Les prescriptions hospitalières sont soumises aux règles du Code de la santé publique comme les autres prescriptions. L'arrêté du 6 avril 2011 en précise le contenu et notamment la durée de traitement doit être précisée même s'il s'agit d'une prescription informatisée. La durée de traitement doit être conforme aux spécifications éventuelles de l'AMM, comme par exemple pour les stupéfiants. Quand notre collègue parle de 28 jours, elle doit faire référence à la dispensation en officine qui ne peut être supérieure à 1 mois. Pour l'hôpital, il n'y a pas de règle, mais la périodicité de délivrance doit être adaptée aux patients et aux médicaments prescrits. La périodicité est souvent hebdomadaire, ce qui permet des réajustements, si besoin, en fonction d'une valeur biologique modifiée, par exemple, et empêche des stocks trop importants dans les services. Mmh. Alors Geneviève, ça c'est une question qu'on vous pose fréquemment. Hein. Oui. Lors de la surpression d'une PUI, que faire du stock de médicaments? Oui. Alors, ça, c'est une disposition qui est récente, en fait, qui a été introduite par l'ordonnance PUI de 2016. Ce dispositif n'existait pas avant. Et donc, qui est prévu à l'article L5126-4 du Code de la santé publique. Donc, qui prévoit un dispositif de gestion du stock de la PUI, du stock de médicaments, en cas de suppression de la pharmacie âge intérieur. Et dans ce cas, en fait, le représentant légal de l'établissement doit demander au directeur général de l'Agence régionale de santé territorialement compétente, doit la saisir d'une demande d'autorisation de cession à titre onéreux ou à titre gratuit des produits de santé de la PUI. Et l'autorisation va fixer en fait le périmètre de cette cession, notamment en fait les produits qui pourront être cédés. La cession peut avoir lieu au bénéfice d'une autre PUI, d'une pharmacie de ville ou également encore d'un organisme à but non lucratif et à vocation humanitaire. Et en cas de refus du DG de l'ARS, là, dans ce cas-là, le stock de médicaments devra être détruit. Et l'ensemble de ces éléments, vous les retrouvez donc dans le référentiel PUI qui est téléchargeable sur notre site. Merci Geneviève. Julien, la question suivante, j'ai perdu mes fils. C'est sur les internes. C'était les internes, voilà. Sur les internes et les conditions de remplacement par les internes. Donc, l'article R5126-7 du CSP fixe les conditions dans lesquelles un interne peut assurer le remplacement d'un pharmacien exerçant en PUI. Donc l'interne doit nécessairement être en possession d'un certificat de remplacement émis par la section H. Les modalités d'obtention de certificat sont disponibles sur le site de l'ordre. Un interne peut assurer le remplacement d'un pharmacien adjoint, mais également celui d'un pharmacien gérant. Dans le cas du remplacement d'un pharmacien gérant, la durée du remplacement est encadrée par des dispositions réglementaires et une convention d'assistance doit être conclue entre l'établissement qui recrute l'interne et un autre établissement disposant d'une pharmacie à usage intérieur. L'arrêté du 20 décembre 2017 fixe le contenu de cette convention. Pour rappel, la section H ne fournit pas de modèle type de convention. Alors maintenant, une question pour Morgane. Quelles sont les modalités de prescription pour les patients hospitalisés et des stupéfiants, prescription des stupéfiants pour les patients hospitalisés et pour les prescriptions de sortie? Alors, en matière de prescription des stupéfiants, il y a lieu de distinguer si la prescription vise un patient pris en charge au sein de l'établissement ou s'il s'agit d'une prescription de sortie destinée à être dispensée en officine de ville. La prescription de sortie de stupéfiants doit être effectuée sur une ordonnance sécurisée. C'est l'article R5132-5 du Code de la santé publique. Et en interne, la prescription peut être rédigée, conservée et transmise de manière informatisée, sous réserve qu'elle soit identifiée et authentifiée par une signature électronique et que son édition papier soit possible. Vous trouverez le détail de ces éléments dans l'arrêté du 6 avril 2011 et dans celui du 12 mars 2013 qui est relatif à la gestion des stupéfiants au sein d'une PUI. Voilà. Et qu'on retrouve une extenso dans le référentiel PUI. Tout à fait. Un peu de pub en même temps. On y revient toujours. Voilà.
Alors, nous avons depuis maintenant quelques mois beaucoup de questions relatives à l'étendue du droit de prescription des infirmiers en pratique avancée. Vous savez, les IPA. Alors, c'est la loi de modernisation de notre système de santé de 2016 qui a posé le cadre juridique de cette pratique avancée des auxiliaires médicaux. Alors, celle-ci s'applique au sein d'une équipe coordonnée par un médecin et en lien avec ce dernier. Alors, les choix thérapeutiques sont toujours définis par le médecin. Il ne peut pas y avoir d'initiative de la part de l'IPA dans ce domaine. Donc, il faut être très clair. Les IPA sont habilités seulement à prescrire des médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire. Donc en accès direct en officine, si vous voulez bien, ainsi que les dispositifs médicaux sans prescription médicale obligatoire. Donc ils ont un champ de prescription qui est très contraint aujourd'hui. Et elles ne peuvent de toute façon renouveler ou adapter une prescription parce qu'elles sont ce droit que dans le domaine dans lequel elles sont habilitées. IPA de cancérologie, c'est uniquement les prescriptions de cancérologie. IPA en diabétologie, c'est uniquement les prescriptions de diabétologie, etc. Ça ne dépasse pas, effectivement, le champ de compétences qu'elles ont acquis au cours de leur formation de pratique avancée. Il faut bien également le noter. Donc, le pharmacien qui doit effectivement dispenser des médicaments à des prescriptions provenant d'IPA doit vérifier effectivement que le cadre réglementaire est bien respecté, que l'infirmière est bien compétente dans ce domaine-là et qu'il y a bien une protocolisation avec le médecin et qu'il y a une autorisation de la part du médecin. Alors, ça, c'est la pratique actuelle. Ça risque fort d'évoluer puisqu'il y a 3 expérimentations qui sont menées, du moins des expérimentations qui sont menées dans 3 régions sur justement les droits de prescription un peu plus étendus de ces IPA. Donc, à suivre à l'avenir. Donc, on aura l'occasion effectivement d'en reparler. Tiens, tout à l'heure, on parlait d'interne. Maintenant, on va parler d'étudiants en pharmacie. Julien, un étudiant en pharmacie peut-il être, peut-elle aussi d'ailleurs, peut être une étudiante, être recruté en tant que préparateur? Oui, Patrick. C'est bien prévu par le Code de la santé publique à l'article L4241-10. Donc, les étudiants en pharmacie inscrits en 3e année et ayant déjà effectué leur stage officinal peuvent, et c'est important, en dehors de leurs heures de cours et de travaux universitaires, effectuer les missions d'un préparateur tel que défini à l'article L4241-1 du CSP. Un vrai code de la santé publique ambulant. Geneviève, cette question pour vous. Geneviève, une PUI peut-elle, alors ça c'est une question aussi assez fréquente, une PUI peut-elle effectuer un don de médicaments? Écoutez bien parce que ça nous revient très souvent. Eh bien non, Patrick. Non. Il en est de même pour les dispositifs médicaux stériles, puisque en fait, depuis un décret qui date de 2008, toute utilisation de médicaments non utilisés, dit MNU, à des fins humanitaires est interdite et seuls les médicaments neufs issus de la chaîne pharmaceutique peuvent faire l'objet de dons. Donc un arrêté également qui date de 2008 fixe les bonnes pratiques de dons de médicaments et qui doivent être effectués dans le cadre des principes directeurs édités par l'Organisation mondiale de la santé et être destinés à des projets humanitaires bien définis. Voilà. Très bien. Alors ça, c'est une question qui intéresse aussi d'ailleurs les officinaux. En fin de compte, une pharmacien peut-il dispenser une prescription hors AMM à l'hôpital ou à l'officine? Quelque part, c'est un peu pareil, sauf que... Morgane. Les prescriptions médicales doivent respecter les AMM des spécialités pharmaceutiques. Toutefois, des prescriptions hors AMM sont autorisées sous des conditions qui sont spécifiquement prévues par les textes. La section H travaille actuellement avec le Conseil national de l'ordre des médecins afin de publier une fiche technique sur les modalités d'application de ce dispositif en milieu hospitalier. Oui, le Conseil national des pharmaciens, du moins la partie officine, a travaillé déjà avec l'ordre des médecins pour réaliser une fiche qui existe déjà, mais elle ne concerne pas l'hôpital. Donc là, c'est une actualisation effectivement de la fiche que l'on veut faire comme tu le dis. Tout à fait. Pour effectivement y mettre en exergue la pratique hospitalière qui est un tout petit peu différente, notamment au travers des comités du médicament, des protocolisations, etc.
Alors, ça, c'est une question donc, qui revient, qui est revenue également, qu'on nous a déjà posée. Les activités de pharmacie clinique sont plutôt développées à l'hôpital, mais toujours grâce à des appels à projets. Quand pourrons-nous coter notre activité comme tout spécialiste et y a-t-il des nouveautés à prévoir rapidement? Julien? Alors, la section H souhaite faire inscrire les actes de pharmacie clinique aux actes de nomenclature. C'est une volonté qu'on partage avec la Société française de pharmacie clinique. Et c'est un projet de refonte de la codification des actes dans le domaine de la santé qui est en cours. Donc la section H va poursuivre ses actions afin d'y inclure les missions des PUI et notamment de la pharmacie clinique. Alors c'est une demande qu'on a déjà faite, mais qu'on va continuer à faire. Et on nous a dit, voilà, il y a cette refonte, donc c'est peut-être le moment. On va essayer de s'y glisser, même pas essayer, on va s'y glisser. Hein. On va mettre le pied dans la porte, comme on dit. Une question pour Geneviève en rapport avec les élections qui approchent. Pourquoi n'y a-t-il pas un binôme pharmacien gérant de SDIS et pharmacien volontaire de SDIS? Le SDIS, c'est les services d'incendie et de secours, hein, à la place du radiopharmacien, et on pourrait faire un binôme radiopharmacien public et un autre privé, par exemple. C'est un peu compliqué, cette histoire. Alors, compliqué ou pas, je ne sais pas. Alors, le législateur, donc c'est plutôt suite à la publication de la loi HPST, a souhaité que les pharmaciens gérants des PUI de services d'incendie et de secours et les radiopharmaciens, qui sont clairement deux exercices spécifiques au sein de la section H, soient représentés parmi les conseillers élus de la section H, sans pour autant augmenter le nombre de conseillers qui siègent au sein du conseil. Là, actuellement, nous avons 14 membres conseillers élus au sein de la section H. Et de plus, d'autres exercices spécifiques qui relèvent de la section H n'ont pas d'élus qui les représentent au titre du conseil central H. Alors, à nouveau, les pharmaciens de services d'incendie et de secours, notre collègue nous dit qu'ils souffrent d'un réel manque d'indépendance étant hiérarchiquement placés sous un médecin-chef. Comment peut-on remédier à cette situation particulière de l'exercice pharmaceutique? On va voir ça avec Morgane, qui est certainement très sensible au prestige de l'uniforme. Alors, Patrick, je n'exerce pas en service d'incendie et de secours. C'est dommage parce que les pompiers sont des confrères très sympas. Mais je peux affirmer que la question de l'indépendance... Même ceux qui exercent dans un jacuzzi? Je peux affirmer que la question de l'indépendance professionnelle touche tous les métiers de la pharmacie. Certes, le pharmacien pompier est sous l'autorité hiérarchique du médecin-chef du service d'incendie et de secours. Mais les pharmaciens militaires sont également dans le même cas. Les pharmaciens hospitaliers, pareil, peuvent aussi l'être quand le chef de pôle est un médecin. Et enfin, également, dans les établissements privés, le pharmacien, dans les établissements privés, dont le directeur est un membre de l'équipe de direction, est un médecin, voire un infirmier. Pour les sapeurs-pompiers, cette autorité hiérarchique est prévue au Code général des collectivités territoriales, ce qui n'est pas dans le champ de l'ordre. Ce sont les codes de déontologie respectifs qui doivent prévaloir et il convient avec intelligence, tact et mesure d'expliquer ce qui est possible et ce qui ne l'est pas dans les respects des responsabilités de chacun. Autorité hiérarchique ne signifie pas autorité technique. Respectons simplement les codes de déontologie des médecins et des pharmaciens. Merci Morgane. Nous avons également encore des questions, et il y en a pas mal qui arrivent aussi, relatives aux conditions d'exercice. Hein, c'est normal, les résultats de l'enquête vont stimuler également ce type de questions, et notamment dans le secteur privé. Alors il y en a quelques-unes, on va essayer d'y répondre. Y a-t-il un nombre de pharmaciens obligatoire par rapport au nombre de lits ou au secteur d'activité? Non. La réponse est non, ce qui ne veut pas dire que la réflexion doit s'arrêter là, et je vous le disais tout à l'heure, notamment pour les PUI avec des activités à risque qui devraient, à mon avis, bénéficier de la présence minimale de pharmaciens. Ce qui résoudrait aussi le problème des remplaçants en passant. Alors justement, qui doit chercher le pharmacien remplaçant? Alors, je rappelle que la PUI est sous la responsabilité en ce qui concerne la structure PUI, du représentant légal de l'établissement, puisque c'est lui qui demande l'autorisation de posséder une PUI. C'est donc à lui, et non pas au pharmacien, qu'incombe cette tâche. Donc c'est au directeur, effectivement, à rechercher le pharmacien. C'est sa responsabilité, alors qu'il cède effectivement qu'avec le pharmacien, il le fasse, mais c'est sa responsabilité.
Qu'en est-il prévu pour les difficultés de remplacement par manque de pharmaciens satisfaisants au décret? Seul pharmacien dans ma PUI, même ayant le Covid symptomatique, j'ai dû aller travailler car personne n'était disponible pour me remplacer. Alors, on l'a dit déjà pendant cette webconférence, on entame des travaux avec tous nos collègues, partenaires, syndicats, associations, conférences des doyens pour trouver des solutions. Donc là, aujourd'hui, je peux rien vous dire. On est encore en mode écriture et en mode réflexion. Très prochainement, nous ferons paraître en commun, bien sûr, au nom de toutes ces organisations, une communication sur le sujet. Oui, j'en ai d'autres. Là, je suis actuellement officinal. Si j'ai la possibilité d'exercer en PUI, je viens tout de suite. Qu'est-ce qu'il faut que j'ai? Qu'est-ce que je peux acquérir? Aujourd'hui, nous n'avons pas de passerelle pour acquérir effectivement les compétences. Peut-être que c'est une des solutions. Une passerelle d'acquisition des compétences. Pas hier, mais au début de la semaine, il y avait une réunion de la CNEMOP, qui est une commission qui réfléchit effectivement sur les textes universitaires, et notamment il y avait une réflexion sur le deuxième DES au niveau des médecins. C'est-à-dire qu'un médecin qui a un DES de neurologie, qui a eu une activité pendant, par exemple, 3 ans, au minimum 3 ans, pourrait s'inscrire, dans certaines conditions, à un autre DES. Pourquoi pas imaginer cette possibilité que notre confrère officinal puisse se réinscrire, effectivement, sur un DES de pharmacie hospitalière. Et pourquoi pas dans certaines conditions. Donc, je dirais, il y a pas mal de pistes de réflexion. Pour l'instant, on n'en a cerné aucune qui puisse effectivement régler tous les problèmes. Il y a une multitude, comme je l'ai dit tout à l'heure, de possibilités et de solutions. Donc, certains soulignaient effectivement l'intérêt de l'enquête, qui voudraient y accéder. Donc là, pour l'instant, non, on ne peut pas, parce qu'on n'a pas encore travaillé sur tous les résultats. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, voilà. Bon, on va repasser à d'autres questions. Je vais essayer de regarder. On avait une question sur les tests. Ah oui, on a eu une question sur les tests. Dans un établissement sans laboratoire de biologie, un pharmacien peut-il participer à la réalisation de tests antigéniques et en tracer les résultats sur SIDEP avec sa CPS? Julien. Oui. Alors, comme il est spécifié au paragraphe 5 de l'article 25 de l'arrêté du 1er juin 2021, modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, le prélèvement nasopharyngé, oropharyngé, salivaire ou nasal nécessaire à l'examen de détection du SARS-CoV-2 peut être réalisé à condition que le pharmacien atteste avoir suivi une formation spécifique à sa réalisation. Alors, là, c'est une liste à la Prévert. Le prélèvement peut être effectué par un pharmacien, un médecin, un chirurgien dentiste, une sage-femme, un masseur-kinésithérapeute, un infirmier ou un autre professionnel de santé ou étudiant agissant sous la responsabilité des premiers professionnels cités. Et pour rappel, le pharmacien a, comme les autres, l'obligation de tracer l'examen dans SIDEP le jour même, sans délai. Voilà. Alors, une question alors là, c'est vraiment pour Geneviève, là, celle-là. Pourquoi n'existe-t-il pas de statut officiel pour les pharmaciens remplaçants? À chaque remplacement, je dois envoyer mon contrat de remplacement, ce qui déclenche une inscription et une radiation. Je reçois aussi systématiquement une carte CPS et son code en recommandé à chaque remplacement. Comment est-ce qu'on peut faire évoluer cette situation? Parce qu'apparemment, elle a des dizaines de cartes CPS. Alors effectivement, la section H respecte les dispositions légales en matière d'inscription qui prévoient que le maintien au tableau de l'ordre est conditionné par la poursuite de l'activité pharmaceutique. Donc effectivement, il est procédé à l'inscription de chaque activité déclarée par le pharmacien. Alors, une nouvelle procédure qui s'appelle l'omission va entrer en vigueur après les élections ordinales en juin 2022.
et permettra à certains pharmaciens, sous certaines conditions, de pouvoir se faire omettre du tableau, et donc il n'y aura plus de processus d'inscription et de radiation. En ce qui concerne la CPS, alors la CPS est émise par l'ANS et elle est rattachée à l'activité du pharmacien. Et donc elle est désactivée pour des raisons de sécurité quand le professionnel de santé n'a plus d'activité. Cette sécurité en fait est destinée à éviter les utilisations frauduleuses de la CPS. Alors nous avons conscience en fait du nombre de CPS émises lors des remplacements. Ce point était déjà transmis, cette difficulté, à l'ANS, mais pour l'instant il n'y a pas de solution. Mais peut-être que l'ICPS à terme, qui remplacerait la CPS physique, pourrait être une solution pour éviter l'envoi intempestif de cartes CPS. Oui, pourquoi pas. Et pourquoi pas. Alors, on va revenir au DPC. J'ai quelques questions. Concernant la validation du DPC, faut-il faire les deux types d'actions, comme il est dit, une formation et une évaluation des pratiques professionnelles? Et si oui, pouvez-vous donner des exemples pour l'évaluation des pratiques professionnelles? Y a-t-il des organismes agréés? Où trouver la liste, etc. Morgane. C'est l'article R4021-4 du Code de la santé publique qui précise que le DPC comporte des actions de formation, d'évaluation et d'amélioration des pratiques et de gestion des risques, et que la démarche doit comporter au moins 2 de ces 3 types d'actions et au moins une action s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires prévues dans l'article L4021-2. Vous trouverez ces orientations prioritaires sur le site de l'ANDPC avec 256 fiches, dont 5 se rapportent à la pharmacie hospitalière. Sur le même site, on peut également rechercher les actions de DPC selon son profil. Très, très bien, merci Morgane. Justement, sur le DPC, j'en ai une autre, je jongle un peu. Sur la période DPC de 2016 à 2018... Alors non, ce n'est pas 2016-2018, c'est la période de 2017-2019. J'ai été diplômé en 2017. Suis-je soumis à mon DPC pour cette période? Oui, si le pharmacien exerce et est inscrit au tableau de l'ordre, la période de contrôle triennal est 2017 et 2019. Donc diplômé en 2017, il rentre dans cette période, triennale. Donc voilà la réponse. Alors, on a quand même quelques questions et on reçoit donc ce qu'on va faire sur le DPC. On a vraiment ce sentiment que je partage avec Antoine Dupuis, qui est le président du collège de la pharmacie hospitalière et de la pharmacie d'officine. C'est que beaucoup de questions vraiment de base sur qu'est-ce qu'on doit faire pour valider notre DPC, quelles sont les formations, etc. etc. Donc on vient aujourd'hui, on vient de constituer un petit groupe de travail et de rédaction d'une petite fiche à destination typiquement des pharmaciens inscrits en section H pour les aider justement à mieux comprendre ce qu'est le DPC et surtout le contenu en pratique. Qu'est-ce que ça représente? Alors, il y a les textes, évidemment, que tout le monde connaît, qui sont disponibles sur le site de l'Ordre. Il y a quand même déjà beaucoup de choses. Donc, on voudrait aller un petit peu plus dans cette notion d'exemple. C'est ce que nous demandent les collègues. Donc, on va vous préparer ça, notamment pour la période là qui s'annonce, c'est-à-dire 2020, 2021, 2022, qui est une période un petit peu délicate, parce que déjà, on a 2 ans pendant lesquels c'est quand même très difficile de se former, quoi qu'il en soit. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire maintenant? Alors, une question sur les préparations. Alors, ça va être pour Julien, tiens. En cas de sous-traitance de préparation magistrale à une autre PUI, quelles sont les règles d'étiquetage de ces préparations? Alors, en cas de sous-traitance, pour ceux qui la pratiquent, vous vous rendez compte que l'étiquetage, c'est celui de la PUI qui prépare. Cependant, la PUI donneuse d'ordre peut ensuite ajouter un étiquetage complémentaire, soit remettre un nouvel étiquetage. Le point le plus important, c'est que la traçabilité de la préparation, elle doit rester effective de la préparation jusqu'à l'administration du médicament. Oui, quel que soit, on doit pouvoir remonter au lot de matières premières, etc. Tiens, tu gardes la main, Julien. Au niveau des GHT, le maintien des URC par établissement nécessite-t-il un quota de préparation? Alors, on ne dit plus les URC, on dit les unités de préparation des anticancéreux. Je l'ai appris ce jour, moi aussi, je vais pas faire semblant. Là, je veux dire, là, on fait plaisir à Jean-Louis Cazin, à notre collègue. Donc, la réponse à la question, elle est négative, c'est non. Il n'existe pas de quota de préparation. Mais là encore, il faut privilégier les coopérations si elles sont possibles et cohérentes. Il faudra bien évidemment étudier les situations au cas par cas. Oui.
c'est vrai que conserver une unité de préparation des anticancéreux pour faire une poche par an, c'est peut-être pas la plus pertinente. Voilà. Non, puis on peut s'aider aussi des référentiels qui existent. Hein. Il n'y a pas que les référentiels PUI, il y a également la SFEO qui a qui a travaillé sur le sujet et c'est important aussi de s'en inspirer. Alors, il y a aussi quelques questions. Alors, je dis tout de suite, on ne va pas y répondre. Ce sont les questions relatives aux rémunérations auxquelles les pharmaciens voudraient qu'on réponde sur des primes, sur les vaccins, voilà, telle chose. Donc, tout ce qui est rémunération, tout ce qui est prime, etc., est hors du champ de compétences de l'ordre. C'est pas on ne veut pas y répondre, c'est qu'on ne peut pas y répondre. Ça ne fait pas partie de nos missions. Ça fait en revanche tout à fait partie des syndicats, de la mission des syndicats. Et je vous invite à contacter vos syndicats pour cette défense, effectivement, de cette partie de la profession, de cette partie salariale, on va dire. Une question sur la pratique vaccinale. Ah oui, encore une. Voilà, ils n'ont pas bien écouté. Que fait l'ordre pour donner la possibilité de vacciner aux hospitaliers? Allez, Geneviève. Effectivement, si vous avez suivi notre webconférence depuis le début, vous connaissez maintenant l'action de l'ordre. Et depuis quelques jours, donc depuis le 27 janvier, la HAS a publié des recommandations sur la vaccination par les professionnels de santé. Et donc, elle propose d'élargir les compétences en matière de vaccination aux pharmaciens, en même temps que les sages-femmes et les infirmiers. Et les vaccins visés sont donc la diphtérie, le tétanos, la polio, le papillomavirus, le pneumocoque, l'hépatite A et B, méningocoque, rage, grippe et Covid. Alors, les autres questions posées en direct. Alors, sur l'élargissement des compétences en matière de vaccination des infirmiers et des pharmaciens, on y a répondu. Donc, je vous recommande de télécharger les recommandations de la HAS qui datent de quelques jours, du 27 janvier 2022. Elles sont assez intéressantes. Et puis, comme ça, vous pouvez voir effectivement tout le champ de compétences, y compris sur la partie prescription et administration, et des différents professionnels, dont les pharmaciens. C'est sur les conditions d'exercice, on y a répondu. Existe-t-il des possibilités pour l'ordre de s'opposer à une modification non substantielle de l'autorisation initiale de la PUI? Ah non. Non, c'est le régime déclaratif. Non, on est dans le régime déclaratif. C'est l'autorité de l'ARS qui s'exerce. Et donc, on ne peut pas, effectivement. Alors, question reçue sur la possibilité de revoir la webconférence. Oui, bien sûr. Vous aurez les liens. On vous enverra très vite les liens. Il y aurait certains qui auraient des soucis de connexion pendant la diffusion. Cette conférence est... Ah, c'est bien ça. Cette conférence est formidable, mais j'ai raté le début. Est-ce qu'elle sera disponible en replay quelque part? Oui, donc. Sur le site de l'Ordre. Et sur la chaîne YouTube de l'Ordre aussi. Et sur la chaîne YouTube de l'Ordre. Est-ce que les stupéfiants doivent être bien écrits en toutes lettres dans le DPI? Souvent, il n'y a pas de possibilité de les éditer en toutes lettres, double circuit. Alors ça, c'est une réponse, c'est une question qu'on m'a déjà posée à plusieurs reprises. Pourquoi, il faut revenir à l'origine, pourquoi est-ce qu'on demandait à ce que la quantité des stupéfiants soit écrite en toutes lettres? Parce qu'il y avait une possibilité de falsification très facile. Lorsqu'on met des chiffres, c'est beaucoup plus facile à les falsifier. Dès l'instant où on a un système d'information qui est performant et dès l'instant où il est sécurisé, même si le chiffre est noté 5 en chiffre romain, si on n'a pas la possibilité de le changer, aucune raison que ça soit écrit CINQ. Le fondement propre, effectivement, de cette écriture en toutes lettres, c'est le fait de ne pas pouvoir falsifier. Dès l'instant où on a un système informatique qui garantit cette non-falsification possible, moi je vois... alors, c'est pas marqué, vous trouverez rien nulle part là-dessus, mais effectivement, c'est l'interprétation qu'on peut en faire. Il faut reprendre effectivement l'origine des faits. Comment se former à l'acte de vaccination en dehors de la formation initiale?
Je crois que certaines facs assurent des formations, des formations continues à la vaccination. Voilà. Alors aujourd'hui, la vaccination fait partie de la formation initiale pour les étudiants. Nos étudiants qui sortent effectivement savent vacciner. Hein, et il y a aussi dans les facultés de pharmacie, mais il y a aussi des organismes, des organismes du privé. Mais moi, je vous dirais, tournez-vous plutôt vers les facs. Donc, qui font ce type de formation continue. Donc, voilà, donc faculté de pharmacie. Après la brillante enquête que vous avez présentée sur le personnel pharmaceutique en PUI, est-il possible de faire une enquête équivalente sur les effectifs en préparateur en PUI? Je dirais que c'est intéressant, mais l'ordre des pharmaciens, ce n'est pas l'ordre des préparateurs. Donc, il faut que ce soit les associations nationales de préparateurs qui le fassent. C'est pas, malheureusement pas, c'est pas notre champ de compétences et on ne va pas pouvoir le faire. Alors, le développement de la pharmacie clinique doit-il se faire au détriment d'activités à valeur ajoutée moindre, logistique, approvisionnement? En tout cas, à effectif constant, je ne vois pas comment on aurait les... ça y est, là, c'est parti. Le truc est parti. Thierry m'a... mais ça voulait dire que, ben voilà, comment honorer les objectifs du CAQES, vraisemblablement. C'est une question qui n'est pas facile. On doit réaliser effectivement toutes ces activités. Ce sont les activités qui sont données par notre article L5126.1 du Code de la santé publique. Sont des activités obligatoires. Sont des activités obligatoires et là on se fait référence après au décret et aux articles en R. C'est le directeur de l'établissement qui doit donner effectivement les moyens à la pharmacie de pouvoir fonctionner. Donc, le pharmacien doit faire aussi des bilans, doit faire aussi des rapports à son directeur et lui dire, ben voilà, pour pouvoir développer ce type d'activité, notamment quand nous, on donne des conseils au niveau de nos audits PUI, déployer, développer les activités de pharmacie clinique conformément à, etc., etc., c'est des rapports qu'on envoie, c'est des avis qu'on donne à l'ARS, mais qui sont à destination du directeur, qui ne sont pas à destination du pharmacien. Les pharmaciens, j'ai l'habitude de dire, oui, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Je l'ai déjà dit au cours d'une webconférence, mais c'est vrai. On ne peut pas faire ce qu'on ne peut pas faire. Voilà. Si on n'a pas les moyens de développer les activités de pharmacie clinique, est-ce que l'on doit pour ça abandonner des activités de gestion et des activités et d'autres activités? J'aurais tendance à dire non. Il faut en revanche demander les activités, des moyens pour pouvoir développer ces activités de pharmacie clinique. On ne peut pas ne rien faire là-dessus. C'est sûr. Alors, les activités de pharmacie clinique, après, il faut savoir, la première des activités de pharmacie clinique, c'est bien l'analyse pharmaceutique. L'analyse pharmaceutique, vous la faites. Et quand on arrive dans des établissements, ce qu'on demande souvent, c'est pas les objectifs du CAQES. On s'en fiche des objectifs du CAQES, excusez-moi. On demande, pour la prise en charge médicamenteuse des patients, est-ce que vous analysez 100% des ordonnances, oui ou non? C'est pas les objectifs du CAQES qui peuvent être à 10 ou 20% qui vont satisfaire effectivement les 80 autres % de nos patients qu'on accueille. Donc, on est là effectivement pour déjà assurer ces missions. Et puis après, on commence à développer la conciliation médicamenteuse, on commence à développer d'autres activités de pharmacie clinique et on essaye d'acquérir les moyens. Et c'est vrai que la question tout à l'heure qui était posée sur la nomenclature des actes de pharmacie clinique, c'est quelque chose qui nous paraît, nous, important, qu'on puisse avoir une réelle rémunération sur ces actes de pharmacie clinique qui sont développés, qui sont un plus pour l'établissement, qui sont un plus pour le patient, et qu'on réalise au chevet du malade et qui devraient être autant cotés que des actes médicaux ou des actes de laboratoire. Voilà. Bonjour, monsieur.
Concernant les élections ordinales de la section H, celle-ci se déroule la semaine prochaine, point d'interrogation. Non, 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 non. Ça ne se déroule pas la semaine prochaine. Rappelez les dates, Geneviève. Alors, l'appel à candidature vous a été adressé courant janvier. Le dépôt de candidature débutera mardi prochain, le 8 février, jusqu'au 31 mars. Et les élections, donc le vote aura lieu du 5 mai au 9 juin. Et le 9 juin à 9h, il y a clôture du scrutin et dépouillement avec les résultats. À nouveau, quelque chose sur les stupéfiants et l'informatique et stupéfiants. Pour moi, dès l'instant où effectivement l'informatique apporte le même niveau de sécurité au niveau de la gestion, on n'est pas obligé d'avoir un registre comptable écrit, on peut avoir un registre comptable informatisé, il n'y a aucun problème. Il suffit simplement qu'il soit bien vérifié, qu'il y ait des sauvegardes, qu'il soit éditable, etc. Il y a quand même un certain nombre de précautions. Je crois qu'on arrive un peu au bout. Excusez-moi, on a certainement été un petit peu plus long que les 60... 20 minutes. Alors, donc je vais conclure donc cette 5e heure H des pharmaciens, comme on l'a dénommé. Donc, je voulais vous rappeler effectivement notre petit enjeu sur les élections. Donc, vous savez... le CCH arrive donc à renouvellement en juin 2022. 3 binômes sont à réélire, un du privé, un du public et un radiopharmacien et pharmacien de centre d'incendie et de secours. Le binôme, je vous rappelle, c'est 4 membres. Il y a 2 titulaires, un homme, une femme, et 2 suppléants, un homme, une femme, équité donc parfaite. Donc, comme disait Geneviève, vous avez été destinataire de l'appel à candidature. Vous déposez vos candidatures du 8 février au 31 mars, comme on dit, et donc le scrutin va se dérouler ensuite du 5 mai au 9 juin. Et le 9 juin, comme c'est un vote électronique, on ferme le bureau de vote en fin de compte et on dépouille immédiatement les résultats. Donc, les résultats seront publiés le 9 juin. Alors vos confrères, comme vous l'avez vu ici, mais au cours des webconférences des autres, au cours des audits que vous avez pu avoir de vos PUI par les conseillers donc se mobilisent très très fortement pour les activités pour lesquelles ils sont élus. Donc il faut vraiment les élire et participer au vote. C'est très important qu'ils aient une représentativité, qu'on ait une représentativité de ces élus pour défendre la profession, pour défendre la santé publique et permettre à tout ce monde-là d'évoluer. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir écoutés, d'être fidèles aussi à nos rendez-vous, et puis remercier Morgane, Geneviève, Julien. Et puis ceux qu'on ne voit pas, c'est-à-dire ceux qui sont là derrière la petite tablette en train d'écrire vos questions que vous leur posez, Émilie et Thierry, excuse-moi Thierry, qui ont recueilli donc vos interrogations, vos messages, vos remarques. À très bientôt et puis surtout portez-vous bien, faites attention à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.